Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mardi 31 octobre. Une période de léger répit, la trêve hivernale débute demain jusqu'au 31 mars 2018. La loi empêche l'expulsion d'un locataire de son logement, ce qui n'empêche pas les associations de se mobiliser pendant cette trêve. Nous recevons Caroline Lejar, animatrice du Secours catholique dans les Yvelines, et Gérard Paul, membre de Solidarité Nouvelle pour le logement Yvelines. Établissement public d'aménagement, agglomération, beaucoup de structures et de collectivités portent l'appellation Paris-Saclay. Et dans cette multitude d'échelons, difficile de s'y retrouver. De quoi parle-t-on concrètement? Chronique dans ce journal. Enfin, c'est Halloween aujourd'hui. Vous allez peut-être fêter cet événement. Question fatidique, quel costume allez-vous choisir pour fêter dignement Halloween? Tour d'horizon à la fin de cette édition dans une boutique de déguisement à Maurepas. De la politique pour débuter ce journal avec une nouvelle fonction pour Didier Bécher. Le député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines a été désigné par son groupe. Il sera le porte-parole des parlementaires LREM lors des discussions sur le budget défense à l'Assemblée nationale. Une commission sur le sujet se tient ce jeudi et les débats en séance publique se tiendront, eux, dès mardi prochain. Du monde autour de moi, sur ce plateau, Nicolas Kirillovitz de la rédaction de TV 78. Vous nous parlez dans un instant, vous nous aidez à y voir un peu plus clair sur Paris-Saclay. Ouais. Ça sera dans un instant, mais tout de suite on parle dans ce journal de la trêve hivernale. Elle débute demain pour une durée de 5 mois. Pendant cette période, la loi prévoit qu'un locataire ne peut se faire expulser de son logement. Bonsoir Caroline Lejar. Bonsoir. Vous êtes animatrice du Secours catholique dans les Yvelines, et bonsoir Gérard Paul. Je suis membre de Solidarité Nouvelle pour le logement. Tout à fait, j'allais vous présenter dans un instant. Bonsoir à vous, membre de Solidarité Nouvelle pour le logement Yvelines. Et vous êtes également, donc vous occupez la fonction de trésorier, vous êtes également le responsable d'un groupe local SNL à Fontenay-le-Fleury. Alors avant de parler de la trêve hivernale, petit tour de table sur les missions de chacun. Caroline Lejar, quelle est l'action du Secours catholique dans les Yvelines? Combien de personnes sont aidées par l'association? Il y a environ 14 000 personnes aidées chaque année par nos équipes locales, environ 2000 bénévoles qui sont répartis dans toutes les Yvelines. Très bien. Voilà, pour des actions d'accompagnement, d'accueil et aussi des missions plutôt de lien social, d'entraide et renforcer le pouvoir d'agir des gens. Gérard Paul, côté SNL, vous vous engagez-vous pour rendre le logement accessible aux personnes en situation de précarité? L'idée, c'est de créer du logement, c'est ça? Absolument, avec des moyens extrêmement limités, puisque le parc de logement des Yvelines, pour SNL, c'est 115 logements, avec beaucoup de projets, mais beaucoup de projets difficiles à mener au bout. Un projet, c'est-à-dire un logement ou deux, c'est 3 ans. D'accord, beaucoup de temps pour mettre tout ça en place. Et vous avez une idée de combien de personnes qui sont en situation de précarité face au logement? Nous accueillons la particularité de SNL, pas seulement SNL Yvelines, mais les SNL départementales d'Île-de-France, c'est d'accueillir des familles en difficulté, de les accompagner pendant 18 mois, 2 ans, un peu plus, quelquefois moins, jusqu'à un logement pérenne, avec cette particularité d'un double accompagnement par un travailleur social salarié de l'association et par les équipes locales dont je suis un des responsables à Fontenay-le-Fleury. Alors je l'ai dit, la trêve hivernale débute demain. Caroline Lejar, pour bien faire comprendre ce que c'est la trêve hivernale à nos téléspectateurs, pendant cette période, concrètement, un locataire ne peut pas être exclu de son logement, ne peut pas être expulsé de son logement. Effectivement, normalement, un locataire ne peut pas être exclu de son logement. C'est la loi qui prévoit ça. C'est la loi qui prévoit ça. C'est une mesure qui a été prise en 1956, suite à l'appel, au coup de gueule de l'abbé Pierre, en 1954. Il y a quand même des restrictions. On peut expulser une personne si le logement fait l'objet d'un péril pour le locataire, ou s'il y a une solution d'urgence, une solution plutôt de logement pérenne qui est proposée derrière. Donc quelques exceptions. Et du coup, c'est de la même manière, on ne coupe pas aussi le gaz et l'électricité? Elle ne concerne pas uniquement la location, elle concerne également les factures électriques. Si elles ne sont pas payées, on ne peut pas couper l'énergie aux personnes. Alors, en revanche, les démarches, elles, de procédure d'expulsion continuent pendant cette période, c'est-à-dire que... Elles sont uniquement suspendues, elles reprennent dès le 1er avril, effectivement.
Et du coup, si une mesure d'expulsion est prononcée pendant cette période, elle ne prend tact qu'après le 31 mars. Qu'après le 31 mars, ça. Exactement. Alors Gérard Paul, est-ce qu'il y a une mobilisation particulière de vous pour SNL pendant cette période hivernale? Non, parce que les familles que nous accueillons nous sont envoyées sur dossier par les services sociaux. D'accord. Et a priori, nous ne sommes pas concernés directement par cette interruption. Nous n'avons pas d'afflux spécifique pendant la période où les expulsions sont autorisées. Et l'interruption, pour nous, n'a pas d'effet. Nous nous situons sur le traitement du mal logement, même sur un créneau très, très spécifique, et beaucoup plus petit que, par exemple, qu'Habitat et Humanisme ou d'autres plus importants. Nous nous situons sur ce créneau où nous agissons tout au long de l'année sans que la trêve hivernale ait le moindre effet sur notre action, ni positif ni négatif. Très bien. Et pour le secours du coup catholique, comment ça se passe? Quel travail est mis en place pendant particulièrement cette trêve hivernale? Nous, c'est un peu différent parce que comme on agit essentiellement sur les causes, on va profiter de ce sursis pour voir un petit peu avec les personnes pourquoi il y a des impayés. On va essayer de voir si c'est le loyer qui est trop élevé ou si c'est les factures énergétiques qui ont été trop élevées, s'il y a eu une surcharge, une surfacturation des charges par le bailleur. Donc ça va être un temps où dont on va profiter pour négocier avec le bailleur, pour interpeller aussi les pouvoirs publics pour avoir plus de logements. Enfin, voilà, c'est un temps un peu propice à la rencontre avec les personnes pour essayer de les accompagner au mieux dans un relogement à la fin de cette trêve hivernale. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un logement, et au contraire pour ceux qui sont mal logés, qui vivent dans la rue, c'est aussi peut-être chercher un hébergement d'urgence. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas vraiment dit, mais on voit dans le reportage, à un moment donné, il y a hôtel. Effectivement, il y a énormément d'expulsions qui se font juste avant la trêve hivernale. Là, actuellement, il y a une évacuation à Montigny du bidonville, notamment, donc avec des personnes qui sont logées dans les hôtels. On chiffre, je crois, à 15 000 personnes évacuées le mois qui précède la trêve hivernale. Donc il va y avoir tout un accompagnement des personnes dans les hébergements d'urgence qui sont faits toute l'année, mais davantage effectivement en période hivernale. Petit tour de table très rapide avant de clore cet entretien. Une question un peu ouverte, la trêve hivernale. Est-ce que finalement cette période de répit n'est pas un trompe-l'œil qui élude d'autres questions, celle du mal logement et celle du manque de logement? On rappelle qu'en France, plus de 140 000 personnes vivent dans la rue. Est-ce que c'est votre, Gérard Paul, votre sentiment? C'est pas un trompe-l'œil, c'est indispensable sur un plan humain, mais ça ne résout strictement rien du problème du logement. Il est exactement le même avant la trêve hivernale, après la trêve hivernale et pendant la trêve hivernale. Et on a probablement tort de penser qu'il est plus facile de vivre à la rue en été qu'en hiver. Caroline Lejard, très rapidement. Je rejoins tout à fait Gérard. En fait, aujourd'hui, il y a un encombrement du dispositif d'urgence. Et pourquoi il y a un encombrement du dispositif d'urgence? C'est parce qu'un certain nombre de personnes qui sont hébergées dans des hôtels pourraient prétendre à un logement social. Or, il n'y a pas assez de logements sociaux. Il faudrait en construire, on dit 50 000 par an. Pour pouvoir répondre aux besoins de la population française. Donc on est loin de ça. Les communes n'appliquent pas suffisamment la loi SRU non plus, qui les oblige à avoir 20% de logements sociaux par commune. Et rien que dans les Yvelines, il y a des écarts assez importants. Et c'est toujours les mêmes communes où se concentre le logement social et moins dans les communes riches. Donc il y a un manque de logement social qui entraîne un engorgement du système d'urgence. Merci à vous deux pour vos réponses. Je rappelle Caroline Lejard, animatrice du Secours catholique des Yvelines, et Gérard Paul, membre de Solidarité Nouvelle pour le logement Yvelines. Une véritable Silicon Valley à la française, ce projet verra-t-il le jour sur le plateau de Saclay? En déplacement la semaine dernière sur ce territoire, Emmanuel Macron a confirmé qu'un pôle d'excellence scientifique et universitaire allait être scindé en deux. Objectif: relancer le projet alors que des établissements rechignent à se fondre dans un modèle commun. Nicolas Kirillowitz, avant d'apporter une réponse sur l'avenir du dossier, dites-nous déjà de quoi parle-t-on concrètement quand on évoque Paris-Saclay? C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver.
trouvé? Oui, eh bien Grégory, déjà, il faut rappeler qu'on évoque un projet assez ancien qui va fêter bientôt ses 10 ans et dont l'acte de naissance remonte en fait sous l'ère Nicolas Sarkozy quand il était président. C'était en 2009. Cette année-là, le projet Paris-Saclay devient opération d'intérêt national, ce qui permet en clair à l'époque à l'État d'avoir les coups des franches en matière d'urbanisme sur une partie du plateau de Saclay. Objectif de cette OIN, comme on dit aussi, permettre l'émergence d'un cluster, comme diraient les anglo-saxons. En français, ça donne un pôle d'excellence pour réunir sur un seul et même territoire les meilleures écoles, les meilleures universités, les entreprises les plus innovantes et de nombreux chercheurs. Bref, vous l'avez compris et vous l'avez dit en introduction, créer une Silicon Valley à la française pour façonner le monde de demain. Et pour façonner ce monde de demain, justement, Nicolas, l'État a vu les choses en grand. En effet, aujourd'hui, le projet Paris-Saclay s'étend sur 2 départements, l'Essonne et les Yvelines, comprend 3 communautés d'agglomération, communauté Paris-Saclay, Versailles-Grand Parc et Saint-Quentin en Yvelines, 27 communes et couvre au total une superficie de 229 km². Et le cœur du projet, désormais, c'est l'université Paris-Saclay. Là aussi, les chiffres sont impressionnants, 70 000 étudiants sur l'université, 11 000 chercheurs, 18 établissements et en tout 15% de la recherche française. Une véritable machine de guerre armée pour la compétition internationale. Mais pourtant, Nicolas, ce projet a tourné au ralenti depuis quelques mois. Et oui, parce que le problème, quand on veut faire cohabiter 18 établissements différents, eh bien, c'est mission presque impossible. Chacun de ces établissements est historique et ne souhaite pas forcément aller au bout du processus d'intégration pour permettre donc au projet de continuer à avancer. Emmanuel Macron a utilisé il y a une semaine en déplacement la carte du pragmatisme. 2 pôles désormais vont voir le jour. Le premier sous la bannière toujours Paris-Saclay, avec les universités de Paris-Sud, Versailles, Saint-Quentin et Ivry, et certaines grandes écoles comme l'ENS Cachan. Et un autre pôle, là uniquement avec des grandes écoles, dont Polytechnique et aussi Paris-Tech. Il y aura donc une forme de cohabitation sur le même territoire. La cohabitation, Grégory, parfois ça peut bien se passer, parfois ça peut très mal se passer aussi. Merci Nicolas pour cet éclairage sur ce sujet, il faut le dire, complexe. Dans l'actualité du jour, une rencontre intergénérationnelle au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. 15 jeunes du club de l'Étoile sportive de Trappes, c'est un club de football, ont passé la journée sur place en compagnie de 15 personnes âgées de la ville. Au programme, visite des lieux, présence lors des répétitions d'un spectacle. L'objectif de cette sortie organisée par l'association Format Citoyen, s'ouvrir à d'autres disciplines et aussi renforcer la solidarité. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et Michael Elmidoro. Le foot est en réalité un loisir important, mais également un prétexte pour faire passer des messages importants. Celui de la solidarité, celui des valeurs de la République qu'on transmet dans chacun de nos actes au quotidien, de nos entraînements. Et aujourd'hui, venir au théâtre, c'est une manière de dire, il y a le sport, il y a la culture, tout ce qui traverse un être et qui le fait grandir et qui le fait s'ouvrir au monde. Bonsoir Alexandre Morlet. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général de l'EAF, Entrepreneurs Avenir France. Vous êtes également yvelinois. Vous êtes venu nous parler de la création de cette association. Elle est composée d'entrepreneurs et d'acteurs économiques français qui, donc, cette association défend les valeurs de l'entreprise auprès de décideurs publics et au sein aussi de la société civile. Beaucoup d'élus yvelinois vous ont rejoint dans cette démarche, des députés et des sénateurs. Pourquoi avoir lancé cette association ? Alors en fait, à l'issue de l'élection présidentielle, François Fillon avait créé Force républicaine, qui était une grosse institution dans laquelle se situaient un certain nombre de think tanks. EAF en faisait partie, les entrepreneurs avec Fillon, les femmes avec Fillon, les écologistes avec Fillon. C'est ça, EAF était voilà, auparavant Entrepreneurs avec Fillon, qui est devenu Entrepreneurs Avenir France. Était à l'origine effectivement d'un groupement d'individus qui ont participé à la création du programme économique lié au développement et la croissance des entreprises, des TPE, puisqu'il faut savoir que 97% des entreprises en France sont des TPE et que il fallait absolument redresser la situation économique, diminuer les charges qui pèsent sur le dos des sociétés et vraiment créer, un programme participatif au niveau national, puisque les problématiques, des Yvelinois sont différentes de celles des Lyonnais ou des Bordelais. Alors à l'origine de ce mouvement national, vous êtes beaucoup de proches de François Fillon, c'est ça ?
Oui, tout à fait. À l'origine, effectivement, dedans, on peut compter Guy Giquelot, qui est notre président. On a également Gérard Iltis et Éric Lemaire, qui sont les vice-présidents. On peut compter également sur Muriel Réus, qui nous a rejoint, qui était la fondatrice des Femmes avec Fillon, qui donc a développé tout un réseau d'entrepreneurs au féminin. Nous, on est vraiment ici pour défendre des valeurs en lesquelles on croit, auxquelles certains politiques, certains groupements, comme les Républicains et autres, ont décidé de renoncer à l'issue de la présidentielle. Et nous, on souhaite alimenter au travers de notre think tank, de débats, d'idées, tout ce qui se passe au travers des régions, parce que c'est pas que l'Île-de-France qui doit diriger les choses, c'est vraiment un think tank national. D'ailleurs, vous parlez de think tank, qu'est-ce qu'on entend par think tank Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un laboratoire d'idées, en fait, où effectivement, tout le monde peut confronter son point de vue, tout le monde peut dialoguer. On a fait récemment une première réunion avec Hervé Novelli, qui a accepté d'être notre parrain d'EAF. Vous avez deux parrains voilà, d'EAF. On a effectivement Hervé Novelli et puis Bruno Retailleau qui nous suit également de très près, puisqu'on intervient en qualité de partenaire aussi bien pour la Fondation Concorde d'Hervé Novelli que des Républicains ou que de Bruno Retailleau au sein de Force Républicaine, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas affilié à un parti, on est un groupement d'hommes et de femmes qui voulons effectivement agir pour le compte des sociétés. Ouais, quelles sont vos ambitions ? J'allais vous lancer là-dessus. Nos ambitions, c'est de continuer à faire prospérer ce programme économique qui était vraiment fabuleux, très riche. On a envie de le faire vivre au travers des différentes fédérations qu'on a recréées au sein des régions lyonnaises, PACA, Auvergne, Occitanie, Île-de-France. On a même le Benelux avec Nadine Vincent. On veut vraiment que, finalement, les oubliés de la campagne, que tous les petits entrepreneurs, parce que ce sont ceux qui créent le lien social avec les gens. Aujourd'hui, beaucoup d'auto-entrepreneurs, de professions libérales, de professionnels de la santé ont été oubliés pendant cette campagne, sont oubliés aujourd'hui dans le programme économique d'Emmanuel Macron. Et je pense que si on veut faire décoller la France, on est obligé de le faire avec un programme réel, concret, issu du terrain, et que les gens vivent au quotidien et pas une présomption de faits qui ont été jetés sur un papier. Dernière chose, vos prochaines manifestations, quelles sont-elles ? Alors, nous en avons une le jeudi 9 novembre à Paris, à la Brasserie Lippe, autour de Muriel Réus, qui va nous parler de l'entrepreneur au féminin, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du mot entrepreneur, on le voit très masculin. Il y a aujourd'hui autant d'entrepreneuses que d'entrepreneurs, il faut le savoir. Et donc c'est très important de relancer le principe de la femme au sein de notre think tank, parce qu'on a vraiment envie aujourd'hui que d'égal à égal, on puisse parler du domaine de l'entreprise, qu'on puisse partager et qu'on puisse aussi résoudre ce problème d'inégalité salariale qui existe dans des grandes entreprises ou dans des PME où on ne sait pas pourquoi le salaire d'une femme serait moins élevé que celui d'un homme, au travers d'un travail équivalent et d'une charge de travail qui ne peut pas se mesurer. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Merci Alexandre Morlet d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire général d'EAF, cette association qui s'appelle donc Entrepreneurs Avenir France. Merci d'avoir été avec nous. Suite de notre série de la semaine, le dossier de la rédaction consacré au marché de l'après-vie dans les Yvelines. Nous nous intéressons ce soir au coût d'un enterrement et ses différentes dépenses, cercueil, urnes, fleurs ou encore maison funéraire. Les détails avec Mickaël Elmidoro. Le marché de l'après-vie représente en France 870 millions d'euros. Dans les Yvelines, cette entreprise de pompes funèbres implantée à Manille-les-Hameaux enterre chaque année entre 200 et 230 personnes. Pour répondre à cette demande, la structure propose un service tout inclus avec notamment transport de corps, maison funéraire, organisation des obsèques, des prestations qui ont un coût. Lorsque nous additionnons un petit peu toutes ces prestations, on peut très facilement se retrouver entre 4 000 euros et 5, 6, 7, 8 000 euros s'il y a besoin de la fabrication d'un caveau, par exemple. On peut toujours avoir un prix moins cher, bien évidemment, mais tout dépend de la prestation que l'on offre en face. L'entreprise propose dans ses murs des stèles, des cercueils pour un coût compris entre 600 et 2600 euros et des urnes pour la crémation. Après ces cercueils de crémation, donc, nous pouvons utiliser ces urnes et nous avons ici plusieurs modèles d'urnes. Il y a des urnes biodégradables, des urnes en résine, des urnes en métal, des urnes en bois aussi. Voilà. Nous commençons à 45 euros, et puis ensuite on peut retrouver des urnes à 200, 250 euros pour les urnes en bois.
Autre marché impacté par les enterrements, celui des fleurs. Chez ce fleuriste installé à Montigny-le-Bretonneux, on réalise entre 5 et 6 préparations florales par mois pour des obsèques, 5 à 10% du chiffre d'affaires annuel. La semaine dernière, j'en ai eu à 150 €. Ça va entre 150, 200. Si c'est un comité d'entreprise qui prend pour un employé, ça peut aller jusqu'à 250, 300 €. On essaye de faire au mieux pour garnir le plus possible pour que les gens aient quand même pour leur argent. Un prix conséquent qui s'explique par le temps passé sur chaque préparation par les fleuristes. Un professionnel passe entre 10 et 30 minutes pour choisir les fleurs et pour les assembler. Plusieurs minutes sont également nécessaires pour créer le ruban qui sera installé sur les gerbes. Donc on en a où il y a déjà des mots, mais on n'a pas tous les mots, quoi. Donc on est obligé de prendre certaines lettres, vous voyez, C, D, A, et créer notre propre ruban, quoi. Ce qui nous prend un peu plus de temps. Tout dépend ce qu'on marque. Si c'est quelque chose de court, ça va. Si c'est quelque chose sincère condoléances, si on n'a pas de coupure, un client qui rentre pour des fleurs ou autre, faut bien compter 10 minutes pour faire un ruban. Chaque année en France, plus de 600 000 décès sont enregistrés, un marché qui ne devrait pas mourir dès demain. Aujourd'hui, c'est Halloween. Vous êtes sûrement d'ailleurs en train de vous préparer pour votre soirée ou pour la chasse aux bonbons. Et comme chaque année, la question habituelle, quel costume choisir tout en étant original et effrayant? Nous sommes allés voir les dernières tendances dans une boutique de déguisement à Morpa. Patrick Jacques de Dixmude, Marie Pantra et Asna Alouache. En vampire, en sorcière ou encore en zombie, chaque année le 31 octobre se pose la question – comment se déguiser pour la soirée d'Halloween ? Accessoires en tout genre, maquillage effrayant, dents de vampire ou encore haches ensanglantées, les petits comme les grands ne reculent devant rien pour effrayer leurs proches. Boucher charcutier, c'est vraiment très bien. Alors j'ai un choix et j'ai découpé une main. J'aime bien Halloween, c'est sympa. Sympa de faire peur aux gens, ouais. De leur demander des bonbons s'ils veulent pas mourir. Dans les rayons, il y a l'embarras du choix. Les clients recherchent la tenue la plus terrifiante. J'ai déjà trouvé. Alors c'est quoi? Je sais pas trop, on verra. C'est le maquillage qui fait tout. C'est important Halloween pour vous? Non, mais c'est juste pour s'amuser comme ça. D'autres misent davantage sur les accessoires pour terroriser leur voisinage. J'ai des bonbons au cas où je ferai pas peur à tout le monde. Mais j'ai des tapis qui hurlent, j'ai des squelettes qui s'allument, je vais avoir des toiles d'araignée. Là, je cherchais en fait des espèces de grands sacs en tête de mort pour remplir de feuilles mortes, des choses comme ça. Côté budget, vous pourrez exprimer votre créativité sans faire frissonner votre porte-monnaie avec une tenue complète pour moins de 40 €. Et cette année, la tendance des déguisements est au clown maléfique. Adultes et enfants, les masques, les tenues, le maquillage. C'est vrai qu'on est beaucoup aidé aussi par la sortie du film Ça. Donc tout le monde recherche vraiment du clown effrayant. Ça, le célèbre clown au ballon qui a terrorisé toute une génération, risque donc d'envahir vos rues dès ce soir. Le portrait de la rédaction consacré à une personnalité du territoire. On fait ce soir la connaissance de William Fidon, gérant du magasin Quartier Geek à Coignères. Son quotidien est partagé entre les personnages de comics ou encore les jeux vidéo. Une personnalité geek qu'il assume totalement. Rencontre avec Aurélie Ronze. March flat, into Bayou, into maman. Bayou, c'est sûr? Savane. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une langue imaginaire, mais un vocabulaire utilisé par les joueurs de Magic, un jeu de cartes à jouer et à collectionner qui s'est invité dans la vie de William Fidon lorsqu'il était au collège. Après des études de vente, il décide d'allier sa passion à son métier pour ouvrir une boutique à Coignères dédiée à cet univers, mais pas que. Un intérêt pour la pop culture que l'on retrouve naturellement chez lui. Une collection de 1200 DVD ou encore des figurines Marvel trônant fièrement au-dessus de sa télévision. C'est mon univers préféré, c'est le plus large, c'est le plus complet, avec les personnages les plus intéressants. Ils ont réussi à approfondir beaucoup de personnages et ils ont réussi à en faire certains un peu bizarres comme Deadpool, qui sort complètement du lot, qui est un véritable anti-héros. Cinéma, séries, jeux vidéo, les rappels en lien avec sa passion sont nombreux dans son salon, même s'il a dû se limiter. C'est le seul endroit où j'ai eu le droit de m'installer. Il y a une petite pièce encore, en fait, ma femme m'a laissé les toilettes pour redécorer, les toilettes du bas que j'ai fait
à Star Wars. Ça a été une de mes autres grandes passions dans le cinéma, c'est Star Wars. Et ça m'a permis en fait d'avoir une petite pièce en plus. Une passion ancrée dans la peau, comme en témoigne ce tatouage que les fans du jeu vidéo Zelda reconnaîtront. Mais au fait, qu'en pense son entourage ? C'est une passion qui suit autant le professionnel que le personnel parce que on vit Magic, on respire Magic. C'est autant à la boutique qu'à la maison. Ça s'arrête jamais vraiment. 3 soirs par semaine, William organise des tournois Magic qui peuvent durer jusqu'au petit matin. Surnommé affectueusement Bulle par ses clients devenus ses amis, il fait l'unanimité. C'est quelqu'un de très accueillant, très amical. Et toujours à l'écoute des joueurs, on va dire, des clients surtout, parce que, mine de rien, c'est comme une boutique. C'est un chouineur aussi, hein, mais c'est pour ça qu'il m'appelle comme ça. Très convivial, très familial et peut-être un peu trop généreux. Et ça pourrait peut-être lui porter préjudice, mais bon, pour l'instant, on veille un peu sur lui aussi de ce côté-là. Bonne patte. Il est vraiment sympa, il cherche toujours à faire plaisir aux gens. C'est vraiment le truc, il cherche vraiment à ce que tout le monde passe un super moment ici en fait. Une deuxième famille qui, selon certains, vivrait dans une autre galaxie. Et pourtant, être geek n'est pas une tare pour William, bien au contraire. C'est simplement être passionné, avoir de réelles passions sur des univers certes fictifs, mais avec de réelles histoires à l'intérieur. Et en fait, il y a beaucoup de geeks qui ne le pensent pas l'être et qui en fait le sont. Et c'est en rien quelque chose de mal. Être geek, en fait, c'est juste une passion. Il n'y a pas à être péjoratif, il n'y a pas à se sentir mal d'être geek. C'est quelque chose de bien, en fait. On se quitte avec ces images sympathiques. On vous parlait tout à l'heure des costumes pour Halloween. Eh bien, les animaux aussi de la SPA de Plaisir se sont déguisés pour l'événement. Ils attendent bien sûr d'être adoptés. Le refuge de Plaisir qui sera ouvert toute la journée de demain, mercredi 1er novembre, de 10h30 à 13h et de 14h à 17h. C'est la fin de ce 7-8 journal. On se retrouve dès jeudi pour une nouvelle édition d'Information locale sur TV 78. Bonne soirée à tous.